Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est le jeudi 21 novembre. Il est 9h30. Jeudi Imo Info, votre rendez-vous hebdomadaire, reçoit aujourd'hui notre ami Richard Delano, qui est avocat au barreau de Paris. Si Richard est présent, il peut parler, éventuellement se présenter. Je vais vous faire un petit rappel. On a lancé notre chaîne YouTube sur les jeudis IMO Info parce que vous étiez nombreux à demander un replay. Donc, je vais vous mettre sur le chat le lien de la page YouTube et ainsi vous pourrez regarder les replays. Et pour ceux qui sont absents, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube et regarder un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début septembre. Aujourd'hui, donc, voilà notre ami Richard Bonjour. qui va se présenter. Aujourd'hui, on va vous parler donc des fonds de commerce. Les fonds de commerce, les cessions de droits au bail. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est se démarquer du marché. Vous savez que tous les jeudis matins, on essaye de vous apporter une plus-value sur votre chiffre d'affaires. Comment booster votre chiffre d'affaires, comment se différencier par rapport à la concurrence. Et on sait que c'est difficile en 2024, on sait que 2023 est une année délicate aussi. On ne sait pas ce que nous réserve 2025 sur la transaction dans l'ancien classique ou dans le neuf, parce qu'il n'y a plus beaucoup de programmes qui sortent. Et au mois de septembre, on a eu un nombre de permis de construire équivalent à 2000, aux années 2000. Donc aujourd'hui, comment augmenter votre chiffre d'affaires, comment maintenir même votre chiffre d'affaires. Et on va parler justement de la vente d'immobilier professionnel, de fonds de commerce et tous les commerçants aujourd'hui sont sur le marché. Tous les commerces sont à la vente. Donc, ce qui est important, c'est d'écouter bien Richard. Il va nous expliquer un petit peu pourquoi c'est intéressant de faire du commerce et comment il faut faire, c'est surtout ça, pour aller à l'acte. Et ça peut aller très vite. Richard va nous expliquer tout ça. Voilà. Richard, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Christophe, je vous Mettez remercie le de micro, m'avoir Richard. invité. Vous m'entendez bien? On ne vous entend pas. Ah, vous m'entendez pas. Alors attendez. Ah, un souci de micro avec Richard. Là, pourtant, le micro est mis. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, Alors, on met des oui. Vous c'est m'entendez? bon, Richard. C'est bon? D'accord, C'est ok. bon. Donc, je vous redis bonjour à tous. Je remercie à Christophe de m'avoir invité sur cette visio. Donc voilà, Christophe m'a demandé de vous parler de l'activité qu'on appelle en général dans les agences business. Donc voilà, quand vous êtes agent immobilier, vous n'êtes pas restreint à vendre que des biens immobiliers. Il y a plusieurs autres activités qui s'offrent à vous. Notamment, donc, vous pouvez faire du neuf. Bon, ça, c'est pas ma partie. Ça concerne c'est les notaires qui régularisent le neuf. Vous pouvez vendre de l'ancien, mais vous pouvez aussi vendre ce qu'on appelle des valeurs mobilières, c'est-à-dire un fonds de commerce. Vous pouvez également vendre un droit au bail. Vous pouvez proposer une location avec paiement d'un pas de porte. Et vous pouvez et voilà. Et vous pouvez également vendre des murs commerciaux. Alors, des murs commerciaux, c'est de l'immobilier, mais qui n'est pas destiné à l'habitation. C'est de l'immobilier qui est destiné à une activité professionnelle. Donc, avec votre carte, enfin avec votre attestation d'habilitation, donc vous pouvez faire du résidentiel et de l'activité donc dite business. Alors selon les agences, hein, certaines agences appellent ça business, d'autres appellent ça commerce. Bon, voilà, ça dépend. C'est pas voilà, c'est pas un terme juridique, c'est une nomenclature qui dépend de chaque agence. Alors cette activité business, elle peut avoir un avantage. D'abord, en période de vache maigre, entre guillemets, quand vous avez votre activité résidentielle qui baisse, il peut être intéressant voilà, de s'ouvrir à d'autres activités que vous avez le droit de faire, notamment pendant la période Covid.
Bon, le résidentiel était pas mal en berne, donc il y a pas mal de mandataires immobiliers qui se sont tournés vers le business. Bon, c'était pas non plus la période la meilleure pour commencer, mais bon, ça leur a permis un peu quand même voilà, de redévelopper une activité annexe. Alors, l'activité business, elle peut présenter plusieurs avantages par rapport à l'activité immobilier traditionnelle, notamment en termes de concurrence. Vous noterez qu'il y a beaucoup moins de concurrence, voilà, en termes de nombre d'agents immobiliers dans le domaine du business que dans le domaine de l'immobilier. Dans le domaine de l'immobilier, vous avez une concurrence accrue. Dans le domaine de la cession de fonds de commerce, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de concurrents. En plus, voilà, quand on fait des annonces business, on les fait en blind, c'est-à-dire en aveugle. Parce que si vous mettez une annonce d'un commerce avec la photographie du commerce sur votre annonce, vous allez être directement court-circuité, évidemment. Le commerce, il a pignon sur rue. Si vous mettez toutes les coordonnées du commerce plus la photo, bah, l'agent immobilier d'à côté, il viendra vous prendre votre mandat directement. Donc, ce sont des annonces aveugles. Donc, je ne sais pas, Christophe, vous en faites un peu de. Oui, fort Ouais, heureusement, en fait, on a ouais. sur les logiciels de transaction, en général, Mhm. il y a des photos, par exemple pour les pharmacies avec l'hippocampe, Voilà, des euh, photos libres de droit, voilà, voilà. Parce qui n'ont rien à voir qu'effectivement, avec après, il y a une solution, c'est de signer un mandat exclusif. Ça, c'est aussi une Oui, autre solution. signer le mandat exclusif parce que là, voilà, vous ne pouvez pas vous faire court-circuiter. Après, il y a un autre avantage non négligeable des cessions de fonds de commerce, c'est la récurrence. Parce qu'une maison, voilà, quand vous vendez une maison, les gens restent quand même, bon, c'est de la moyenne, je sais pas, c'est une dizaine C'est 8 d'années, ans. c'est 8 ans. 8 ans, voilà. Alors que les cessions de fonds de commerce, c'est plutôt 4-5 ans. Moi, j'ai beaucoup de commerces qui sont revendus au bout de 2 ans. Pourquoi? Parce que les commerçants achètent ça peu cher, ils le développent, après c'est vendu en fonction du chiffre d'affaires. Bon, l'évaluation, c'est plutôt la loi de l'offre et de la demande. C'est pas comme pour l'immobilier où on a un nombre de mètres carrés, on multiplie par le prix au mètre carré. Pour business, c'est beaucoup plus un marché voilà, d'offres et demandes. Mais c'est en général entre 50 et 100% du chiffre d'affaires. Pour les restaurants, on est proche. Voilà, les restaurants, c'est quand même ce qu'on appelle CHR, donc café, hôtel, restaurant. C'est la grosse partie du business. On est plutôt autour de 90-100% du chiffre d'affaires. Après, en termes de travail, de qualité de travail, l'avantage du business, c'est que vous n'allez pas devoir aller à la campagne, à droite, à gauche, prendre la voiture. Si vous êtes en centre-ville, vous pouvez déjà localiser, avoir pas mal de mandats dans un rayon assez restreint. Après, au niveau de la rapidité, bon, là, je dirais que ça dépend, que ça dépend des dossiers. On peut avoir des dossiers relativement rapides parce qu'il y a des cessions, il y a pas mal de fonds de commerce qui se vendent à 50-60 000 euros. Donc, pour 50-60 000 euros, on n'a pas besoin forcément d'un prêt bancaire. Donc, c'est quand même l'idéal d'avoir un dossier sans conditions suspensives de prêt quand on a un petit dossier. Après, quand il y a des problèmes de financement, bon, ça, on verra après si on a le temps, il y a d'autres solutions qui existent. Bon, ça existe aussi pour l'immobilier, mais je pense que c'est plus courant pour le business. Vous avez la possibilité du crédit vendeur, c'est-à-dire, bon, si l'acquéreur n'obtient pas son prêt bancaire, le vendeur il n'est pas obligé, il peut accepter un crédit vendeur, c'est-à-dire que le vendeur se substitue à la banque et c'est lui qui prête, enfin, il n'y a pas de l'argent qui sort, mais il accepte que le paiement soit échelonné. Et pour ça, on peut prendre différentes garanties pour le vendeur. Comme le vendeur se substitue à la banque, vous savez que les banques prennent des garanties. Bah, tout comme la banque, le vendeur prendra des garanties, c'est-à-dire nantissement de fonds de commerce. Alors, nantissement de fonds de commerce, c'est une inscription sur le fonds de commerce, c'est l'équivalent d'une hypothèque. Donc, voilà, c'est l'équivalent d'une hypothèque pour simplifier. C'est-à-dire que quand on sortira sur Infogreffe l'état d'endettement, l'état des privilèges du vendeur, il y aura cette inscription de nantissement du fonds de commerce, donc qui permet
au vendeur d'être sécurisé. Parce que si le vendeur ne paye pas, si l'acquéreur ne paie pas son fonds de commerce, l'acquéreur peut l'assigner en justice. Alors, il faut faire une procédure, hein, mais il peut l'assigner en justice et se payer sur le prix de vente du fonds de commerce qui sera donc qui sera vendu aux enchères. Donc ça, c'est une sécurité pour le vendeur. Après, vous avez aussi la possibilité d'avoir des apporteurs d'affaires beaucoup plus facilement que dans l'immobilier résidentiel. Parce que, bon, si vous êtes dans une ville assez restreinte, que vous commencez à connaître les commerçants, bon, bah, les commerçants pourront vous dire, voilà, il y a ce commerce qui est à vendre et tout. Après, pour qu'ils vous donnent ces informations, certains réclameront, bien entendu, une petite commission, un petit billet pour le service qu'ils vous apportent. Mais voilà, c'est plus facile de développer ce réseau d'apporteurs d'affaires. Moi, j'en ai beaucoup, hein, voilà, dans les sessions de fonds de commerce, j'en ai beaucoup qui me disent, voilà, pour la commission, il y aura une partie. Alors après, voilà, les agents immobiliers font leur affaire, on verse la commission aux agents immobiliers. Et après, l'agent immobilier s'occupe de rétribuer son apporteur d'affaires. Moi, j'en ai beaucoup. Là, j'ai une coiffeuse là, voilà, qui apporte pas mal de dossiers, une mandataire immobilière, parce qu'elle connaît tout le monde. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important. Après, en termes d'honoraires, donc les zones. Après, Richard, Ouais. Richard, dans les petites villes moyennes, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'associations de commerçants dans les villages ou dans les villes moyennes. Ouais. Et en tant que professionnel de l'immobilier, si vous êtes agent immobilier ou mandataire Mhm. immobilier, vous pouvez aussi vous inscrire sur ces associations de commerçants qui sont là pour Exactement, oui. Oui. centre-ville et ça fait du réseau. Exactement, ça c'est un autre moyen effectivement de développer des réseaux, de se mettre dans les associations de commerçants. Alors, ça peut être des associations de quartiers de commerçants, des associations, voilà, selon l'activité, mais c'est très divers et il y en a vraiment dans toutes les villes. Après, alors là, ça va être plus la partie de Christophe au niveau des honoraires. Donc, il faut savoir qu'en fonds de commerce, alors je ne connais pas votre barème pour les fonds de commerce, Christophe, mais en fonds de commerce, les honoraires sont donc proportionnellement plus élevés hein, que pour l'immobilier. Alors là, Christophe, peut-être que vous pouvez. En général, après c'est Ouais. toujours pareil, c'est Mhm. la loi de l'offre et de la demande. Mais en Mhm. général, on prend du 10% sur les sessions de fonds de commerce où Voilà. voilà. Déjà, ce qu'il faut bien déterminer, c'est qu'il y a plusieurs styles. Il y a les fonds de commerce. Donc, fonds de commerce, c'est une session d'activité. Il y a les pas de Mhm. port, c'est un local libre où, effectivement, on paye pour rentrer dedans. Mhm. Peut-être, Richard, je vais vous laisser Oui, en oui, parler tout à fait. plus. Oui. Et voilà, donc les honoraires sont libres. Il y a un barème, tout le monde a son barème Mhm. d'honoraires, mais comme c'est du B2B entre commerçants, à ce moment-là, effectivement, il y a une liberté qui est plus importante. Et bon, bien sûr, il faut essayer de respecter le plus possible le barème d'honoraires. Mais quand en général, en moyenne, on est à 5% sur du résidentiel, là, on est en général aux alentours de 10%. Et bien souvent, on atteint le seuil minimum quand il y a une session de fonds de commerce à 25, 30 000, 40 000 euros et Mhm. que dans votre barème d'honoraires, vous avez un minimum de perception de 5 000 euros. Si le fonds de commerce fait 30 000 euros et que vous prenez 5 000 euros, ben, vous calculez vous-même. Et très souvent, ça nous arrive, par exemple, de faire des ventes à 10 000 euros Mhm. et on touche 5 000, on prend quand même 5 000 euros d'honoraires. Donc, si vous voulez en pourcentage, ça peut être effectivement très intéressant. Donc après, comme l'a dit Richard, ce qui est important, c'est que derrière, on soit bien implanté et qu'on sache à l'avance, parce que grosso modo, tous les commerces sont à vendre. Amusez-vous, vous allez dans un restaurant, dans un bar, à la boulangerie, quasiment tous les commerces sont à vendre. Après, encore une fois, c'est ben, combien vous allez pouvoir en proposer. Et c'est ça qui va faire la différence. Mais vraiment, comme l'a dit Richard, il n'y a pas énormément de concurrence. Et on sait aujourd'hui que notamment le CHR, c'est un peu délicat aussi. Donc, quasiment avec 90%, 80-90% des restaurants sont à la vente. Donc, encore une fois, essayez, tentez d'y aller. Et puis, vous verrez bien que derrière, vous allez rentrer du mandat facilement, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Après, on expliquera les sites de diffusion, mais voilà, c'est plus facile de rentrer du mandat et les commissions sont beaucoup plus importantes que sur du résidentiel.
Voilà. Donc, pour une vente de 100 000 euros, pour une session de fonds de commerce de 100 000 euros, voilà, vous pouvez avoir une commission de 10 000, alors que si vous vendiez un bien immobilier à 100 000 euros, vous n'auriez pas du tout cette commission-là. C'est pour ça que, voilà, proportionnellement, les honoraires sont plus élevés pour une session de fonds de commerce que pour une session que pour une session que pour voilà la vente d'un bien immobilier. Après, oui, je vous ai parlé de la récurrence. Moi, j'ai beaucoup de commerces qui sont revendus au bout de 2 ans. Donc, si la première vente s'est bien passée, le vendeur qui était l'acquéreur vous donnera le mandat. Après, voilà. Donc, je vous parlais de ça en introduction. Donc, rapidement, les différentes opérations que vous avez, que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire le plus classique, ce qui arrivera le plus couramment, c'est une session de fonds de commerce. Donc, c'est quoi une session de fonds de commerce? C'est vous vendez une entreprise, mais vous ne vendez pas la société. C'est-à-dire que vous vendez l'actif de l'entreprise, c'est en général le seul, c'est-à-dire des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Vous vendez, donc dans les immobilisations incorporelles, pour aller très rapidement, il y a la clientèle et le droit au bail, et dans les immobilisations corporelles, il y a le matériel. Mais vous ne vendez en aucun cas le passif. Donc ça, vous pouvez directement rassurer. Bon, en général, les acquéreurs qui achètent un fonds de commerce le savent, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Et il y a souvent des questions qui sont posées par rapport à ça. C'est-à-dire que si la société a des dettes, l'acquéreur n'achète pas ses dettes, c'est-à-dire qu'il n'achète pas l'actif et le passif. Il achète uniquement l'actif de la société. L'actif, c'est donc les immobilisations incorporelles, comme je vous l'ai expliqué, les immobilisations corporelles. Après, voilà, le prix de vente doit quand même, avec le prix de vente, vous devez pouvoir couvrir toutes les dettes. C'est-à-dire que les dettes ne seront pas payées par l'acquéreur, mais par le vendeur avec le prix de vente qu'il aura touché. Voilà, avec le prix de vente, il doit pouvoir payer toutes les dettes, parce que s'il ne peut pas payer toutes les dettes, ça veut dire qu'il était en cessation des paiements, donc en situation de redressement judiciaire, et il aurait dû, et donc il ne pouvait pas vendre son fonds de commerce parce que normalement, ça aurait dû être en cessation des paiements, donc il n'a plus les pouvoirs, et les pouvoirs sont au mandataire judiciaire. Après, il faut comprendre que pour une cession de fonds de commerce, il y a aussi un autre avantage pour vous parce que vous avez des possibilités beaucoup plus faciles de récupérer votre commission si vous êtes court-circuité. Pourquoi? Parce que le vendeur ne va pas récupérer immédiatement son prix de vente. Le prix de vente va être séquestré entre les mains de l'avocat ou du notaire qui aura fait la cession. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la cession du fonds de commerce, il y aura une annonce légale et une annonce BODAC. Dans cette annonce BODAC, il sera marqué que le fonds de commerce a été vendu, il sera marqué le prix de vente du fonds de commerce, il sera marqué le nom du vendeur du fonds de commerce, le nom de l'acquéreur et surtout le nom de l'avocat séquestre. Donc, si dans un dossier, vous vous rendez compte que ça commence à tourner mal, que vous sentez que vous avez fait visiter à un acquéreur, que vous n'avez plus de nouvelles, que vous sentez moyen le vendeur et tout, là, je vous conseille fortement de mettre sur le site BODAC, donc BODA2C, une alerte avec le numéro de RCS du vendeur. Avec cette alerte BODAC, vous allez recevoir, dès que le fonds de commerce sera vendu, une alerte, hein, c'est-à-dire un email avec lequel vous aurez l'annonce BODAC. Avec ces éléments-là, donc vous aurez l'adresse, le nom de l'avocat ou du notaire qui a fait la cession de fonds de commerce. Et donc, vous pourrez immédiatement mandater un huissier de justice. Alors, les huissiers de justice, on les appelle commissaires de justice. Maintenant, on a changé le nom, mais c'est exactement la même chose. Vous pourrez immédiatement mandater un huissier de justice. Ça vous coûtera 2 à 300 euros pour faire opposition au prix de vente entre les mains de l'avocat séquestre. Et là, l'avocat séquestre, il sera bloqué. Il ne pourra pas libérer cette somme, sauf à engager cette responsabilité. Donc là, vous récupérez la main, c'est-à-dire que vous embêtez le vendeur qui a sa somme bloquée. L'avocat, s'il est sérieux, il ne libérera pas cette somme parce qu'il peut engager cette responsabilité. Il peut engager cette responsabilité. Et sur cette base-là,
ben, vous pouvez discuter. Alors nous, on fait opposition au prix du mandat, c'est-à-dire parce que dans les mandats maximum, donc vous avez ce qu'on appelle une clause pénale, ce qui signifie que si vous êtes court-circuité, si le vendeur vend à un acquéreur qui a visité le fonds de commerce par votre intermédiaire, il doit payer la commission du mandat, la commission qui est prévue au mandat. C'est-à-dire, si c'était un mandat de 200 000 euros, 20 000 euros. Donc, ça veut dire que si vous vendez, si le bien est finalement vendu 100 000 euros, la commission aurait été de 10 000 euros. Sauf que vous allez faire opposition sur 20 000 euros parce que la pénalité dans le mandat, c'est 20 000 euros. Donc, je peux vous dire, et j'ai pas mal de cas là actuellement, je peux vous dire que quand on fait opposition à un montant de 200 000, à hauteur de 20 000 euros, c'est un exemple numérique, hein, bien entendu, alors que le bien s'est vendu 100 000 euros, donc que la commission aurait dû être 2 fois moins importante, ben là, le vendeur, il commence à discuter. Il commence à discuter parce que s'il ne se met pas à table, ben, son argent est bloqué. Il est lui obligé de faire une procédure. C'est pas à nous de faire une procédure pour obtenir cet argent. C'est lui qui doit faire cette procédure pour débloquer cet argent. Et donc, pour récupérer son argent assez rapidement, il voudra plutôt faire voilà, une transaction avec vous. Et donc, ça ne vous aura coûté, ça n'aura coûté qu'à l'agence donc voilà, pour laquelle vous travaillez, que les 300 euros de frais d'huissier de justice et après, bon, éventuellement les honoraires d'avocat pour rédiger la transaction. Mais je veux dire, vous n'aurez pas à aller en justice parce que, bon, avec Christophe, on connaît bien les procédures. C'est une catastrophe, ça dure de plus en plus longtemps. Et surtout après, on peut gagner, bon, on gagne presque tout le temps avec Christophe, hein. Mais voilà. Mais le problème, c'est que quand on gagne cette procédure, après, c'est bien beau d'avoir une procédure, de gagner une procédure, d'avoir une belle décision de justice, mais si on ne peut pas la faire exécuter, ben, on aura, là, c'est la double peine, c'est-à-dire que, voilà, on aura payé, l'agence aura payé les frais de procédure et puis après, elle ne pourra pas la faire exécuter. Donc, on paiera un huissier de justice qui fera des saisies sur compte bancaire, des recherches FICOBA qui sont toutes payantes, mais on récupérera 0 euros. Là, on a notamment un dossier avec Christophe, ça fait 3-4 ans qu'on a qu'on a gagné, pardon, et on touche tous les mois des saisies sur salaire pour je ne sais plus quel est le montant de la dette, 10 000 euros, mais on touche 100 euros par mois, quoi. Donc vous voyez, c'est l'enfer. Alors que là, ce que je viens de vous expliquer, l'argent, il est séquestré chez l'avocat, donc on est sûr que l'argent, que le débiteur est solvable. Donc voilà, donc ça c'était un autre avantage pour vous dire que si vous êtes court-circuité, il y a possibilité de récupérer son argent sans aller en procédure et ça c'est vraiment un avantage considérable. Encore faut-il que vous mettiez votre annonce sur le Bodac, votre alerte sur le Bodac. Mais sur le Bodac, c'est très simple, vous rentrez le numéro de RCS et c'est complètement gratuit de recevoir des alertes. Donc ça c'est très important. Après, bon là c'était une petite parenthèse. Donc ce que je vous expliquais, c'est que voilà, la plupart des cas, vous aurez à vendre une entreprise, c'est-à-dire un fonds de commerce. Vous pouvez aussi vendre les parts sociales de cette entreprise, mais si vous vendez donc la société, là, c'est beaucoup plus risqué. Moi, je le déconseille pour les petites entreprises pour lesquelles on fait plutôt des cessions de fonds de commerce. Si vous vendez la société, c'est-à-dire les parts sociales, vous vendez l'actif et le passif. Donc, c'est-à-dire s'il y a un contrôle fiscal qui intervient, il est pour vous. Donc, c'est pour ça que quand on fait une cession de parts sociales, on associe à ça une garantie de passif. Mais voilà, avec cette garantie de passif, ça fait des documents, donc c'est beaucoup plus onéreux en termes de rédaction d'avocat, en temps de rédaction d'actes, et c'est beaucoup plus risqué parce que vous avez quand même ce passif. Et bien que vous ayez une garantie de passif, si après le vendeur il est plus solvable, bon, il y a un vrai raison. Pour les commerces, petits commerces, restaurants, voilà, on fait plutôt des cessions de fonds de commerce. Après, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une cession de droit au bail, c'est-à-dire vous ne vendez pas à la clientèle, vous vendez que le droit au bail. Pourquoi on fait une cession de droit au bail? C'est quand on vend une entreprise, bon, quand on vend un emplacement et que l'activité n'est pas la même. Par exemple, si vous avez… Alors, juste, Richard, il y a Cécile qui demande à qui ouais, de rédiger la GAP. bah, la gap, c'est l'avocat qui fera la gap. C'est l'avocat Voilà. qui fera la gap. Mais je vous dis, la gap, donc si c'est une entreprise assez conséquente, il faut quand même faire ce qu'on appelle un audit juridique parce que tous les contrats vous seront transmis. Tous les salariés, alors pour une session de fonds de commerce, les salariés sont aussi transmis, mais en général,
on prévoit qu'il y ait des ruptures conventionnelles avant, hein, voilà. Donc c'est beaucoup plus lourd de faire une session de… Alors, je vois pas vos questions. Sur le chat. Voilà. La session de droite au bail, Ouais, oui, la oui, gap, donc la gap, Cécile, effectivement, je vois votre question. Donc c'est à l'avocat de la faire. Après, cession d'AB et facture matérielle. Donc bon, ça, on peut le faire. Après, il faut faire attention de ne pas être requalifié en cession de fonds de commerce. Pourquoi? Parce que quand on vend une cession de droit au bail, il n'y a pas d'annonce légale, il n'y a pas de BODAC, c'est-à-dire que les créanciers ne sont pas prévenus. Donc, on peut faire une cession de droit au bail uniquement quand l'activité n'est pas la même. Par exemple, bon, vous avez un magasin de vêtements et puis votre acquéreur veut vendre, veut faire un restaurant. Bon, ça ne sera pas du tout la même activité. Donc, on ne peut pas vendre la clientèle. La clientèle du magasin de vêtements n'est pas la même que la clientèle du restaurant. Donc, dans ces cas-là, on peut faire une cession de droit au bail. Là, donc, c'est-à-dire vous vendez uniquement le droit au bail. La difficulté de cession de droit au bail, c'est que même si on doit absolument avoir l'accord du bailleur. Donc là, le bailleur a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut refuser cette cession sans donner aucune explication. C'est-à-dire il peut dire non, vous ne me plaisez pas. Voilà. Il n'a pas d'explication à donner en termes de solvabilité qui serait voilà, pas suffisante. Il peut juste dire non. Donc voilà. Après, ce que vous pouvez vendre aussi, qui peut être intéressant, il y a beaucoup de locaux libres dans certaines villes. Donc là, ça ne sera pas une cession de droit au bail, puisque la cession de droit au bail, c'est entre le propriétaire du droit au bail, c'est-à-dire le commerçant, et l'acquéreur. Alors qu'un pas de porte, c'est-à-dire pour un local qui n'est pas occupé, ça sera directement un bail qui sera signé entre le propriétaire des murs et le nouveau locataire. Et là, vous pouvez prévoir ce qu'on appelle un droit d'entrée, c'est-à-dire que le bailleur peut exiger que lui soit payé à la signature du bail, donc un pas de porte, 10 000 euros, 20 000 euros. Mais là, donc, ça sera directement, le local est libre, donc il n'y a pas de vendeur de fonds de commerce, il n'y a pas de vendeur de droit au bail. Vous êtes directement en contact avec le bailleur. Donc voilà, quand vous avez des locaux libres, vous pouvez voilà, essayer de contacter les bailleurs, parce que si les locaux, personne ne veut avoir un local libre. Donc dès que vous voyez un local libre, c'est que il y a un mandat à prendre. Le bailleur recherche forcément un locataire. Bon, souvent, si les locaux sont libres, c'est que le bailleur est trop gourmand en matière de loyer, hein. S'il n'arrive pas à louer, c'est souvent qu'il est trop exigeant. Donc là, il faudra lui faire comprendre, Ou de pas monsieur de le bailleur, porte ou de droit d'entrée. Ouais. ou trop gourmand en termes de droit d'entrée. Donc, il faudra lui expliquer, monsieur le bailleur, écoutez, ça fait 4 ans que votre vitrine est recouverte de peinture blanche. À un moment donné, voilà, vous perdez de l'argent, donc il faudrait peut-être voilà, baisser, voilà, avoir des exigences moins élevées et baisser les prix. Et baisser les prix. Alors, il y Après, a des ouais, alors questions je sur, regarde. il y a des Ou questions sur demande le de chat. Ouais. déspécialisation, Cécile. Donc, la demande de déspécialisation, là, c'est pareil, effectivement, si on a un bail to commerce, il n'y a pas de demande de déspécialisation, mais le bailleur peut quand même s'opposer voilà, il a un pouvoir discrétionnaire, hein, discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut dire non, je ne veux pas. Après, si on demande en général, voilà, le bailleur, moi, dans mon expérience, le bailleur, quand on demande une cession de droit au bail, il dit souvent au début non. Puis après, on discute, et puis ce qu'il veut, c'est un peu d'argent, quoi. Et notamment quand on a une demande de déspécialisation, Cécile, souvent le bailleur, il demande de l'argent, quoi, vous voyez? Après, quand on a une demande de déspécialisation, après tout ne dépend pas forcément, du bailleur. Si le bien est en copropriété, il faut que l'activité, envisagée soit conforme au règlement de copropriété. Vous voyez, quelquefois dans les règlements de copropriété, dans la destination des locaux commerciaux, il y a interdiction de tout métier de bouche. Donc, là, même si le bailleur est d'accord, il faut absolument que l'avocat et puis l'agent immobilier vérifie le règlement de copropriété, vous voyez, parce que sinon, là, c'est la responsabilité de tout le monde qui est engagée, hein. Donc, Ça, les nuisances sonores. nuisance. euh, Alors, quand il y a nuisance sonore, voilà, c'est jouable, hein, parce que voilà. Mais quand il y a interdiction des métiers de bouche, bon, voilà, quand il y a interdiction de restauration, voilà, c'est clair, net et précis. On peut rien faire sauf à demander à changer le règlement de copropriété. Mais alors là,
passez votre chemin parce que vous allez perdre votre temps. Là, ça sera trop long, vous perdrez tout le monde en route. Alors, il y a d'autres Alors questions après, quel document vous devez demander? Là, c'est Patricia. Quel document doit-on demander pour prendre le mandat? Alors, il y a les documents que vous devez demander pour prendre le mandat, et après, il y aura les documents que vous devez demander pour que l'avocat demandera pour la rédaction de la promesse. Donc, ce qu'il vous faut absolument, c'est le bail commercial. C'est le bail commercial, ça c'est la base. Il vous faut aussi les quittances de loyer pour savoir quel est le montant du loyer actuel, parce que le montant du loyer actuel, c'est pas le montant qui sera sur le bail. Le bail, un bail, ça a duré une durée de 9 ans, et chaque année, suivant les baux, le loyer peut être indexé tous les ans ou tous les 3 ans. Donc forcément, le loyer actuel, ça ne sera pas le loyer qui sera sur le bail. Donc pour ça, il faut absolument que vous ayez la quittance de loyer pour savoir quel est le montant du loyer actuel. Il faut aussi que vous ayez les 3 derniers bilans pour savoir quel est le montant du chiffre d'affaires. Ça vous permettra aussi de faire votre évaluation. Et si le chiffre d'affaires augmente ou si s'il le capital augmente, baisse. s'il baisse. Et aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que bon, vous pourriez vous dire, mon intérêt, c'est de vendre le fonds de commerce le plus cher. Mais c'est parce que votre commission, elle est Plus grosse. proportionnelle à ce fonds de commerce. Mais moi, le problème, c'est que si vous vendez, et moi j'ai un problème avec une mandataire qui est très très bonne vendeuse, le problème, c'est qu'elle vend ses fonds de commerce trop chers, c'est-à-dire supérieurs au prix, et une bonne vendeuse, hein. Donc, elle vend ses fonds de commerce supérieurs au prix, à 100% du chiffre d'affaires. Mais là, il y a un effet très pervers, c'est que les banques ne vont pas prêter dans ces cas-là. Si le prix est trop cher, moi j'ai 2 dossiers justement avec cette mandataire qui sont tombés à l'eau parce que la banque a dit non, non, mais c'est plus cher que le. Vous savez, les banques, elles sont un peu psychorigides, hein, donc elles voient que c'est qu'on vend plus cher que le chiffre d'affaires. Donc là, la banque, moi, dans 2 dossiers, elle n'a pas voulu accorder le prêt parce qu'elle a dit vous achetez ça trop cher. Puis après, je ne vous dis pas l'image par rapport à l'acquéreur, de l'agent immobilier par rapport à l'acquéreur. Donc, il faut vraiment que vous vendiez à un prix raisonnable. S'il n'y a pas de condition suspensive de prêt, vendez le plus cher possible. Voilà. Mais s'il y a une condition suspensive de prêt, dites-vous, bah, ça ne sert à rien de signer une offre, ça ne sert à rien de signer une promesse si le prêt n'est pas obtenu. Alors justement, et là, pour terminer, il y a un point qui est très important dans la cession de fonds de commerce, bon, comme pour l'immobilier, c'est le financement. Donc on en a parlé en préambule. Donc le financement, bon, vous pouvez avoir des cessions à petit prix sans financement, ça c'est l'idéal évidemment. Il y aura en conditions suspensives uniquement à purger le droit de préemption de la mairie. Mais si vous n'avez donc pas de, si vous avez un financement, là, il est vraiment extrêmement important, je pense que Christophe sera du même avis, de mettre en contact votre acquéreur avec un courtier en financement. Un Spécialisé. courtier spécialisé en prêt professionnel. Pourquoi? Parce que toutes les banques vont demander à l'acquéreur de faire un prévisionnel. Alors en général, ce n'est pas les courtiers qui font le prévisionnel, mais c'est l'expert comptable de l'acquéreur qui fera le prévisionnel. L'acquéreur, s'il n'est pas aidé pour faire son prévisionnel et qu'il n'a pas de notion de comptabilité, il fera un torchon. Un prévisionnel, c'est ce qu'on appelle un business plan. Il faut absolument que le business plan soit extrêmement bien préparé. Et après, surtout, c'est que les courtiers, ils vont préparer le dossier, un dossier standard que la banque, le dossier que la banque attend. Parce que si vous voulez, les banquiers, ils sont comme tous les professionnels. Ils veulent la simplicité. S'ils voient arriver un dossier complètement bordélique, préparé par un non-professionnel, il sera en bas de la pile. Alors que s'ils voient un dossier préparé par un courtier qu'ils connaissent en plus, parce qu'en général, les courtiers, voilà, donnent les dossiers aux banques avec qui ils ont l'habitude de travailler, le dossier sera standardisé, c'est-à-dire qu'il sera préparé par le courtier avec les éléments que le banquier arrive, et le banquier il gagnera du temps. Donc le banquier, il aura une tendance naturelle à traiter ce dossier et à faire confiance à ce courtier beaucoup plus facilement que s'il voit un professionnel arriver, voilà, pas les mains dans les poches, mais sans être assisté. Donc ça, c'est très important. Après aussi, pour la faisabilité de vos dossiers, ce qui est important,
c'est de ne pas faire signer des promesses avec un financement à 100%, avec un acquéreur qui a aucune connaissance du domaine. Là, vous êtes certain, même si un acquéreur qui n'a pas de connaissance du domaine, même s'il a un bon apport, la banque ne financera pas. C'est extrêmement important d'avoir un acquéreur qui est déjà dans le domaine. Alors, les banques, en général, après, tout ça, c'est des éléments en plus. C'est pas toujours éliminatoire, mais c'est des éléments importants. Entre deux offres, si vous avez le choix, si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez qu'une offre, prenez cette offre. Mais entre deux offres, si vous avez la possibilité, même si le prix est légèrement différent, ce qu'il faut voir, c'est la finalité, si le dossier va aboutir ou pas. Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est l'expérience dans le domaine d'activité de votre candidat, l'expérience aussi de gestion. S'il a une expérience dans la restauration, mais qu'il n'a jamais tenu de restaurant, la banque pourra lui dire: ah oui, mais monsieur, vous n'avez pas d'expérience de gestion, donc ça peut lui nuire. Et aussi l'apport. Donc, l'apport, en général, on demande un tiers du budget. C'est-à-dire, voilà, si vous vendez, si vous achetez un restaurant de 5 100 000, 000, il 30 faut. 000. Voilà. Bon, après, c'est pas une règle, c'est pas une règle mathématique, mais si vous avez moins d'un tiers du budget, vous minimisez vos chances. Voilà. Donc, Alors, Richard, il y a des questions là sur le chat. Donc, ouais. grosso modo, par rapport, est-ce qu'il faut un DPE pour le. Non, alors, quand on fait une cession de fonds de commerce, il n'y a aucun diagnostic qui est obligatoire. Donc, moi, je n'en demande jamais. Après, vous allez avoir des. Bon, les notaires, ils les demandent tous. Parce que les notaires, ils sont plus habitués, voilà, aux cessions immobilières, aux cessions immobilières. Et puis, bon, ils ont. Voilà, ils les demandent. Moi, je demande jamais les diagnostics immobiliers. Pourquoi? Parce que moi, je demande que ce qui est obligatoire. Donc, les diagnostics immobiliers ne sont pas obligatoires. En revanche, si vous signez un nouveau bail, là, il y a 3 diagnostics qui sont obligatoires. Il y a le DPE, l'amiante et les ERP. ERP, c'est État des risques et pollution, c'est anciennement ERNMT. Donc ça, c'est uniquement quand on signe un nouveau bail commercial. Quand on signe un fonds de commerce, il n'y a pas besoin de ces diagnostics. Donc après, l'acquéreur peut les demander, mais voilà, il ne faut pas que ça fasse s'il les veut absolument. Après, c'est le rôle de l'avocat de lui expliquer qu'il achète un bien mobilier. Un fonds de commerce, c'est une valeur mobilière, hein, ce n'est pas un bien immobilier, et que ces diagnostics ne sont pas obligatoires. Après, s'il les veut, bon, voilà, c'est pareil. Le diagnostic électrique, il n'est pas obligatoire. Moi, je ne le demande pas. La seule chose que je demande vraiment, c'est quand il y a une extraction. Donc, vous savez, une extraction, c'est un conduit de cheminée. Je demande, pas pour la promesse, mais pour l'acte définitif, je demande l'attestation d'entretien de l'extraction. Ça, c'est très, très important parce que l'extraction, c'est vraiment ce qui fait la différence de prix entre un restaurant, restauration rapide et restauration sans extraction. Donc, il faut absolument que l'extraction, bon, je demande quelquefois aussi une attestation de conformité à l'extraction, mais là, les vendeurs râlent souvent. Mais l'extraction, c'est très important et surtout, alors moi, souvent, les vendeurs me disent, non, mais c'est moi qui j'entretiens mon extraction moi-même et tout. Mais bon, le problème, c'est qu'en cas d'incendie, une extraction, c'est une cheminée, hein. Si vous n'avez pas fait ramoner, vous n'êtes pas assuré. Donc ça, et puis la responsabilité de tout le monde peut être engagée aussi pour ça. Donc ça, moi, pour l'extraction, ça, là, je rigole pas, je demande toujours l'attestation. Bon, et c'est vrai que les vendeurs râlent un peu parce que c'est assez cher, c'est entre 5 et 600 euros. Et c'est normalement, il faut le faire tous les ans. Mais ça, voilà. Après, il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas d'extraction, hein, c'est restauration rapide, qui ont des hottes à charbon actif. Donc, pour les hottes à charbon actif, c'est pas l'idéal, hein. Moi, j'ai un client qui a été convoqué au tribunal de police pour ça, parce qu'il y avait des nuisances olfactive, il y a le voisin du dessus qui était architecte qui s'est plaint, enfin ça s'est terminé au tribunal de police. Il y a la mairie de Paris, bon c'était pareil, la mairie de Paris qui était aussi partie à la procédure. L'employé de la mairie de Paris a dit: j'ai fait de l'hygiène, j'ai fait 2 contrôles inopinés, c'est vrai qu'il y avait l'odeur, il suffit qu'il y ait une odeur et qu'il fasse un rapport pour qu'il y ait une amende. Là, c'était quand même une amende de 5 000 euros. Et moi j'ai parlé donc après l'audience à l'employé de la mairie, j'ai dit: mais on est bien d'accord que les hottes à charbon actif sont autorisées? Il me dit: oui, c'est autorisé. La seule chose, c'est que s'il y a des odeurs, voilà, il y a une amende qui est payée. Et il me dit souvent, en fait, les hottes à charbon actif, vous savez, il y a l'air, pour filtrer l'air, il faut remplacer le charbon actif. Et le charbon actif est très cher.
Or, souvent, les commerçants, les restaurateurs, ils changent pas leur cartouche de charbon actif. Donc, c'est ce qui fait que la haute à charbon actif, la cartouche est ancienne, moins elle fonctionne. Donc voilà, bon ça c'était une parenthèse sur les éléments à demander. Alors après, il y a Régis qui demande s'il y a une formation à avoir pour expertiser le fonds de commerce, avoir les réseaux de vente. Alors sur les réseaux de vente, je pense que vous parlez des annonces. Donc là, ça sera à Christophe de répondre, voilà, sur Agorabiz, Le Bon Coin, enfin, je ne sais pas quels sont les accords actuels de Maxium. En tout cas, il n'y a pas de formation. Vous avez, il vaut mieux suivre une formation. Alors après, je ne sais pas si, voilà, Maxi, certaines agences, voilà, Il y a des formations loi Allure sur le commerce. voilà, il y a des formations qui sont à suivre. Enfin, c'est pas des formations obligatoires. Moi, j'ai beaucoup c'est mieux de les avoir fait, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir. Mais j'ai beaucoup, moi, de mandataires immobiliers qui sont en résidentiel, qui vendent donc des maisons et qui ont des vendeurs, les vendeurs de leurs clients leur disent, sont souvent des commerçants. Et le problème, c'est que, voilà, ces agents immobiliers donnent les mandats, voilà, les mandats de fonds de commerce à leurs collègues parce qu'ils n'ont pas l'habitude, voilà. Mais c'est très dommage parce que d'un point de vue clientèle, d'abord, ça montre que vous avez une compétence en plus et puis ça rend service à votre client qui vend sa maison si vous pouvez en plus lui vendre son mandat pour le fonds de commerce. Donc c'est vrai, ne pas avoir cette compétence-là, ça vous fait perdre de l'argent parce que vous avez forcément des clients qui sont commerçants. Et forcément, ces clients, à un moment donné, vont vendre leur fonds de commerce. Donc, si ça se passe bien avec vous, ils voudront, naturellement, ils vous demanderont, et je suis certain que ça vous est déjà arrivé, si vous pouvez vendre leur fonds de commerce. Donc, leur dire, non, je ne peux pas le vendre, mais je peux vous mettre en contact avec votre collègue. Bon, alors après, avec un collègue, forcément, j'imagine que vous Partage honoraire. voilà que vous obtiendrez une commission d'apporteur, mais c'est moins bien que si vous aviez 100% de la commission. Hein. Donc voilà, Il y a des questions sur le chat. C'est ce qui dit que sur une session de fonds de commerce faite par un cabinet d'avocats sur Lyon, avec crédit vendeur, il n'y a pas de. L'acquéreur n'a pas honoré ses traites mensuelles. Oui, et ça arrive. Donc là, il faut voir si l'avocat a pris des garanties. Donc, comme garantie. Il faut changer d'avocat, mais il faut prendre je n'ai pas le dossier, donc je ne vais pas critiquer gratuitement mon confrère, je ne sais pas. Mais normalement, l'avocat, s'il a bien fait son travail, s'il a bien conseillé le vendeur, après, c'était peut-être un avocat unique, mais en tant qu'avocat unique, il doit conseiller les deux parties, hein, même s'il est payé que par l'acquéreur. Donc, en général, pour un crédit vendeur, c'est ce que je vous indiquais initialement, des garanties doivent être prises, donc c'est-à-dire nantissement de fonds de commerce. Donc, s'il y a eu un nantissement de fonds de commerce qui a été pris dans ce dossier, le vendeur est obligé de faire une procédure pour faire vendre le fonds de commerce, donc au tribunal, puisqu'il a un nantissement, et lui se paiera sur le prix de vente, parce il est ce qu'on appelle un créancier privilégié. Il est privilégié, donc il se paiera sur le prix de vente. Il y a autre chose, c'est que le vendeur peut avoir pris l'avocat peut avoir pris une caution personnelle. C'est-à-dire que si c'est la société, l'acquéreur, il a en général constitué une société, vous voyez. Si cette société est pas solvable, le vendeur peut se retourner contre la caution personnelle. Et si la caution personnelle, donc en général le représentant légal de la société acquéreur, si ce représentant personnel a des biens immobiliers, on peut saisir les biens immobiliers. Mais pour tout ça, il faut faire une procédure, évidemment. Voilà. Bon, après, je suis interrogé sur les normes handicapées. Bon, ça, c'est un peu la partie très, très Richard, je vais mettre vos coordonnées à la fin. Je vais mettre vos coordonnées sur le chat. D'accord, voilà. Donc, on pourra, voilà. Donc, sur les normes handicapées, ça, c'est un peu la partie pénible. Bon, normalement, donc les fonds de commerce, c'est ce qu'on appelle des ERP. Donc, ERP, c'est établissement recevant du public.
Donc, ces ERP doivent être normalement accessibles aux handicapés. Donc, mais il y a certains ERP qui ne peuvent pas être accessibles aux handicapés. C'est comme C'est les notamment agences immobilières, hein. On est eh ben censé. voilà, c'est ça. Donc, mais l'accessibilité handicapée, il y a plein de trucs. C'est-à-dire, il faut les guichets à hauteur, il faut la porte d'entrée qui laisse passer un fauteuil, il faut des toilettes handicapées. Donc, voilà, par exemple, quand vous avez un commerce qui fait 30 mètres carrés, si vous devez mettre des toilettes handicapées, bon, ça devient pratiquement que des toilettes handicapées, le commerce, vous voyez, vu la place des toilettes handicapées. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, on peut demander une dérogation. Bon, par exemple, s'il y a une marche, vous voyez, à l'entrée, s'il y a des marches et tout, là, vous aurez une dérogation. Après, la préfecture vous demandera de mettre ce qu'on appelle une rampe amovible et tout. Moi, je peux vous dire que dans les dossiers que j'ai, je demande le dossier ERP qu'à la signature de l'acte définitif. Parce que si je le demande à la promesse, on n'y arrivera jamais parce que les commerçants sont très négligents par rapport à ça. Donc, je mets à la fin de ma promesse document à fournir pour l'acte définitif, dossier ERP. Et là, quand les conditions suspensives sont levées, je demande au vendeur est-ce que vous avez un dossier ERP? En général, il n'en a pas. Donc là, on met dans l'acte que l'acquéreur en fait son affaire personnelle. Parce que si vous voulez, si au stade de la promesse, on commence à discuter tous les points, c'est pareil, l'électricité. Moi, quand l'acquéreur me demande un certificat électricité, bon, moi, je ne le demande pas d'office, hein, voilà. Mais s'il y a l'acquéreur veut absolument que j'ai un avocat en face voilà, qui veut le diagnostic électricité, on fait le diagnostic électricité. Le problème avec l'électricité, c'est que ça ne va jamais. Ça va jamais. Il y a toujours, voilà, ça va jamais. Donc, on a toujours un rapport de DECRA, voilà, qui dit, bah, il y a ça et ça qui vont pas. Et en général, c'est toujours une facture de 3 000 à 4 000 euros hein, pour mettre l'électricité aux normes. Donc, le problème, ce qui se pose, c'est, voilà, si on a demandé un rapport d'électricité et que on n'a pas mis quelle partie prendra en charge les frais de réparation, bah là, il y a un gros problème. Donc, en général, quand il y a un rapport d'électricité, quand il y a demande de rapport d'électricité, on met en plus que bah, c'est le vendeur qui prendra en charge les frais d'électricité. En général, bon, là, ça donne lieu à plein de discussions, ça retarde le processus et tout, et c'est un problème. Donc, c'est vrai que l'électricité plus ERP, voilà, moi, l'électricité, j'en parle pas, sauf si l'acquéreur me demande. Le RP, j'en parle, mais en fin de parcours. Et puis, c'est l'acquéreur fait son affaire personnelle. Ça, c'est-à-dire que si le vendeur n'a pas fait le nécessaire, ce sera à l'acquéreur de demander les dérogations et tout. C'est marqué dans l'acte, donc on n'engage pas notre responsabilité, mais en général, l'acquéreur, il ne fera pas le nécessaire non plus. Par expérience, je vous dis, moi, les dossiers, je vous dis, je les revois revenir souvent, hein, parce que c'est revendu en 2 ans. Quand je demande à mon acquéreur à qui j'avais vendu et dans lequel j'avais mis qui devra se rapprocher de l'administration pour avoir un dossier, en général, il me dit oh ben non, je ne l'avais pas fait, je ne l'ai pas fait non plus. Donc voilà. Alors, il y a des OK. questions, Richard. Il y a d'autres questions sur Ouais. qui paye le séquestre. Bon. Alors, le séquestre, c'est les honoraires de rédaction. Bon, alors ça, je vais faire juste une parenthèse. Alors, quand il n'y a qu'un avocat unique, l'usage, mais c'est un usage, donc c'est pas une règle du Code du commerce, c'est l'acquéreur qui paie les honoraires d'avocat. S'il y a 2 avocats, si le vendeur veut aussi prendre son avocat, il y a un vieil usage du barreau que les avocats voilà, assez âgés ressortent, c'est voilà, s'il y a 2 avocats, il y a l'acquéreur qui paie tous les honoraires et les avocats se partagent ces honoraires. Moi, je suis contre cet usage parce que je vois pas pour moi, c'est ce que les notaires font, mais je vois pas pourquoi l'acquéreur paierait aussi les honoraires de l'avocat du vendeur qui agit pas dans son intérêt. Après, voilà, si le vendeur exige ça et que c'est une cause voilà, de rupture de la promesse, bon, bah, on est obligé, enfin, de rupture de la négociation, on est bien obligé de s'y plier. Mais moi, voilà, en général, moi, ce que je préfère, c'est quand je suis rédacteur unique, parce que quand il y a 2 avocats, bon, bah, ça ralentit extrêmement le processus. L'avocat de l'autre partie, voilà, il y a plein d'allers-retours et tout. Donc, c'est très compliqué. Donc, moi, je préfère être avocat unique dans un dossier et être payé par l'acquéreur. Après, les honoraires de ces caisses sont à la charge du vendeur.
Mais moi, quand j'étais avocat unique de la promesse, je n'impose pas au vendeur de me prendre en tant qu'avocat séquestre. Si je veux prendre son propre avocat séquestre, moi, je me mets en contact avec cet avocat séquestre, il m'envoie sa clause de séquestre et je le mets avocat séquestre. Mais ça sera le vendeur qui paiera les honoraires de séquestre. Alors, les honoraires de séquestre, moi, je prends pour une. Bon, alors, c'est à peu près les honoraires de la profession. Pour une session de plus de 100 000 euros, je prends 1% hors taxe du prix de vente. Donc, voilà, ça fait 1 000 euros hors taxe. Et pour les ventes de moins de 100 000 euros, je prends un forfait de 1 000 euros hors taxe. Donc, c'est ce que je propose aux vendeurs quand j'ai été rédacteur unique de la promesse. Voilà, à l'acte définitif, je dis au vendeur, voilà, c'est mes honoraires. Mais après, moi, comme vous l'avez vu dans la promesse, j'ai mis que le prix de vente sera séquestré selon les dispositions de la loi, mais je n'ai pas mis mon nom. C'est-à-dire que je ne vous impose pas de passer par moi. Donc, si vous voulez qu'on continue ensemble, moi, voilà, c'est mes honoraires. Je ne les négocie pas. Voilà, je les, voilà, selon, bon, je peux faire une petite traduction, mais voilà, c'est mes honoraires. Après, je ne vous impose pas de passer par moi. Si vous voulez, vous n'avez pas pris votre avocat pour la promesse et pour l'acte définitif, mais si vous voulez prendre votre avocat pour le séquestre, il n'y a aucun problème, vous prenez votre avocat pour le Alors, séquestre. qui rédige la promesse? Ah ben, c'est l'avocat. Ouais. Mais celui du vendeur ou de l'acquéreur? Ah ben, c'est s'il y a deux avocats, en général, là, c'est pareil, c'est un usage. C'est l'avocat du vendeur qui rédige parce qu'il a des éléments. Et pour l'acte définitif, c'est l'avocat de l'acquéreur. Moi, quand j'ai ça, je préfère, quand je suis avocat même de l'acquéreur, je propose toujours à l'avocat du vendeur de rédiger moi-même les actes. Parce que moi, pour moi, mais c'est ce qui me concerne, je préfère rédiger les actes plutôt que de revoir un acte d'un confrère qui peut être, ça peut prendre beaucoup plus de temps de revoir un acte que de faire l'acte soi-même. Alors, grosso modo, pour une vente de restaurant pour Ouais. 200 000 euros, est-ce que vous Mhm. pouvez, entre les droits de mutation, les honoraires des uns et des autres, enfin, avocats, séquestres, etc., vous pouvez Ok. donner un peu le volume de frais annexes De frais euh, annexes. Bon, alors tout ça, ça dépend de l'avocat bien qui sûr. fera la rédaction. Voilà. Moi, si je prends moi mon cas, moi pour une session de moins de 100 000 euros, donc je prends 700 euros hors taxe pour la promesse et 2 500 euros hors taxe pour l'acte définitif. Donc 700 et 2005. Après les frais de séquestre, ça sera donc mais ça, on en parle après, hein, quand les conditions suspensives sont levées. Moi, je ne parle jamais des honoraires de séquestre au stade. C'est pas la peine de multiplier parce que si les conditions suspensives sont pas réalisées, on n'aura pas, on aura discuté des honoraires de séquestre pour rien. Donc, il faut aller au plus vite. Donc, les honoraires de séquestre, on a discuté après, ça sera sur une vente de 100 000, ça sera 1 000 euros hors taxe. Après, vous aurez les droits d'enregistrement. Donc, les droits d'enregistrement jusqu'à 200 000 euros. Alors là, je vous donne la formule de calcul. Voilà, c'est 200 000 euros moins 23 000 euros. 23 000 euros, c'est un abattement multiplié par 3%. D'accord? Donc, si la vente, si c'est un fonds de commerce de 100 000 euros, pour calculer les droits d'enregistrement, vous faites 100 000 moins 23 000 euros multiplié par 3%. OK? Vous avez les droits d'enregistrement. Après, vous aurez, si l'acquéreur constitue sa société, il aura des frais de constitution de société à constituer, à créer, vous voyez? Donc, la société, moi, je peux constituer la société. En général, c'est les experts comptables qui nous volent le truc, hein, parce qu'ils disent à leurs clients, bon ben voilà, moi je vous fais la société pas chère si vous me prenez après pour la comptabilité et tout. Donc ça, il faudra voir avec l'expert comptable. Après, moi, j'ai une annonce légale, comme je vous l'ai dit, l'annonce légale et l'annonce Kodak. C'est l'annonce justement qui vous permettra de sanctionner votre client si jamais il vous a court-circuité. Donc cette annonce légale, cette annonce Bodac, c'est à peu près 350 euros. D'accord. Et puis après, bon, il y a les petits frais pour la promesse comme pour l'acte définitif. Je sors les documents infogreffe à jour, c'est-à-dire le CABIS, le certificat de non-faillite et l'état d'endettement. L'état d'endettement, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour voir s'il n'y a pas des créanciers inscrits sur le nantissement de fonds de commerce. Donc ça, c'est 60 euros de frais à la promesse et 60 euros à l'acte définitif. D'accord? Et après, vous aurez aussi les frais, si votre client a pris un courtier, il aura aussi les frais de courtage à payer. Mais ça, ce qu'il faut dire à votre client, c'est certes, vous allez payer des frais de courtier,
Mais les frais de courtier, le courtier, il est inscrit à l'ORIAS, il ne peut être payé qu'au résultat. C'est-à-dire, vous ne paierez des frais. Il va étudier votre dossier et tout, mais s'il n'obtient pas le prêt bancaire, vous n'aurez rien à lui payer. Alors que l'avocat, vous aurez payé les frais de promesse et puis il ne vous les rembourse pas hein, si vous n'avez pas le prêt bancaire. Parce que, voilà. Mais le courtier, lui, il peut pas, mais il y a pas mal de courtiers quand même qui prennent un peu d'argent pour conseil, business plan, voilà. Voilà. Mais normalement, le courtier, il ne peut pas prendre d'honoraires s'il n'a pas obtenu son prêt bancaire. Donc après, il faut expliquer aux banquiers, aux courtiers, écoutez, faites le calcul. Vos honoraires de courtier, ils seront dans le prêt bancaire. Regardez, voilà, il va vous faire gagner aussi en termes de. Il va présenter à plusieurs banques, donc vous allez pouvoir négocier les taux Le d'intérêt. taux d'intérêt. Donc vraiment, le courtier, c'est très très important. Hein. OK? Il y a une question de Luc qui dit alors moi personnellement, je ne veux pas parler de Richard, mais il vaut mieux Mmh. passer par un avocat que par un notaire. Les avocats sont beaucoup plus disponibles et on peut discuter avec les avocats que bien souvent avec les notaires, c'est compliqué. Bon, Euh, alors, voilà. Alors, ça, c'est ce que. Bon, alors, j'ai aussi prêché pour ma paroisse, du coup, là. Voilà. Les notaires, moi, quelquefois, j'en ai en face dans des dossiers. C'est à devenir fou, hein, parce qu'ils demandent plein de documents qui ne sont pas ils ne sont pas obligatoires, spécialisés. notamment, voilà, pas les diagnostics et tout. Surtout, moi, comment je fonctionne. Donc, je travaille beaucoup avec des réseaux, donc avec des mandataires qui sont dans toute la France. Moi, voilà, je fais que des signatures. Depuis le Covid, on peut même faire l'acte définitif en signature électronique. Donc, je fais que des signatures électroniques. Donc, pour la promesse et pour l'acte définitif. Donc, ce que je fais, c'est voilà. Bon, si vos clients n'ont pas de mandataire, n'ont pas d'avocat, s'ils ont un avocat, voilà, vous ne pouvez pas leur dire ah, faut passer par un tel ou voilà, vous pouvez leur suggérer. S'ils n'ont pas d'avocat, voilà, vous pouvez suggérer le nom d'un avocat, notamment, voilà, vous pouvez me suggérer si vous le souhaitez. Moi, après, je rentre en contact avec cet acquéreur potentiel, je lui explique quel est le processus d'acquisition d'un fonds de commerce, je lui indique quels sont mes honoraires, je lui envoie une convention d'honoraires donc qu'il signe. Après, je prépare la promesse, je lui envoie par email en mettant toujours le mandataire immobilier en copie pour que le mandataire suive le dossier. J'envoie la promesse donc à l'acquéreur du fonds de commerce, qu'à l'acquéreur, pas au vendeur. Parce que si j'envoie à l'acquéreur et au vendeur, ils vont me faire des commentaires croisés. Le vendeur me dira, si l'acquéreur me demande de changer un truc, le vendeur me dira, ah ben non, parce que vous aviez mis ça dans l'acte, donc je ne veux pas que vous modifiez. Si vous l'avez mis, il y a bien une raison et tout. Donc j'envoie d'abord à l'acquéreur qui me fait ses commentaires. Quand il m'a fait ses commentaires, bon, on en discute. J'envoie au vendeur en disant au vendeur que l'acquéreur n'a aucun commentaire sur ce document, alors qu'il en a peut-être fait, mais je les ai passés. C'est pour dire au vendeur, bon, ouais, l'acquéreur n'a pas été pénible, il n'a aucun commentaire sur ce document, j'espère, entre guillemets, que vous serez pareil, vous voyez. Et donc là, le vendeur revoit le document, et puis dès qu'il peut me faire ses commentaires aussi, on en discute, et dès qu'on est d'accord, on signe électroniquement. D'accord. Donc voilà, chaque partie a été conseillée, chaque partie a pu lire le document avant. Et c'est pas comme le notaire qui impose un rendez-vous à un mois et demi, qui n'envoie pas les documents avant, qui voilà. Bon, moi je travaille pas du tout comme ça. Et pour l'acte définitif, alors l'acte définitif, c'est la promesse qui est transformée en acte définitif. Donc il y a beaucoup moins de commentaires et tout. Donc ça se passe, voilà, moi je fais toujours comme ça et ça se Alors, il y a passe bien. Alors pour deux, le, trois questions là, sur le chat concernant les. Alors, pour un fonds de commerce, hein, pas pour une signature de droit au bail, mais pour un fonds de commerce, comment se passe le dépôt de garantie? alors le dépôt, vous parlez du dépôt de garantie du loyer ou de l'indemnité d'immobilisation? Du loyer, du loyer, du loyer. Alors, le dépôt de garantie du loyer, alors en général, on fait un remboursement entre les parties, c'est-à-dire le jour de la signature, le vendeur rembourse à l'acquéreur le montant du dépôt de garantie. Mais moi, je demande toujours l'accord du bailleur pour ça, parce que peut-être que le bailleur voudrait retenir une partie du dépôt de garantie, on ne sait pas, vous voyez. Donc, moi, je demande toujours le remboursement. En général, ça arrange le bailleur. Parce que sinon, si le bailleur s'oppose à ça, il y a deux opérations à faire. Le bailleur doit rembourser
au vendeur le dépôt de garantie et l'acquéreur doit payer au bailleur le dépôt de garantie. Donc, c'est toujours plus simple de faire qu'une opération, c'est-à-dire l'acquéreur rembourse au vendeur le dépôt de garantie avec Et, l'accord du bailleur. et est-ce qu'un état des lieux est obligatoire? Alors, l'état des lieux est obligatoire maintenant depuis la loi Pinel, mais l'état des lieux, c'est l'agent immobilier qui le fait, enfin, le mandataire immobilier qui le fait. Après, moi, j'ai des bailleurs qui exigent, mais c'est très très rare, c'est vraiment les gens pénibles, hein, qui exigent qu'il y ait un commissaire de justice, hein, c'est-à-dire un huissier de justice, hein. Donc, ça, c'est possible. Voilà. Après, c'est l'avocat. Donc, je vous demandais pour le dépôt de garantie si vous me parliez du dépôt de garantie ou de l'indemnité d'immobilisation, parce que moi, je séquestre 10% du prix de vente aussi, qui sont voilà sur 100 000. Il y a 10 000 euros qui seront versés sur le compte de la CARPA. La CARPA, c'est la caisse des avocats, voilà, qui sont séquestrés et qui sont une garantie, hein. Alors Est-ce que, après, alors pour les salariés, oui, la reprise est obligatoire pour une session de fonds de commerce, mais on ne peut pas mettre en condition suspensive qu'il n'y a pas de reprise de salarié, parce que c'est interdit. Mais en général, ce qu'on met dans l'acte, c'est quand l'acquéreur, et c'est dans 90% des cas, quand l'acquéreur ne veut pas reprendre les salariés, on met dans l'acte que voilà, que le vendeur fait savoir que les employés X, Y, Z ont manifesté leur volonté de faire une rupture conventionnelle et tout, que c'est un élément essentiel et que l'acquéreur pourra renoncer à la vente s'il y a encore des salariés. Vous voyez, donc on arrive à tourner voilà, les salariés. Si l'acquéreur ne veut pas reprendre les salariés, le vendeur devra faire des ruptures conventionnelles. Mais ça aussi, ça doit être discuté au stade de la promesse, bien entendu, hein, parce que voilà. Et le vendeur ne doit pas liquider ses salariés avant la levée des conditions suspensives, parce que s'il s'amuse à virer tout le monde et que l'acquéreur a plus son prêt, il y a plus il a plus d'employés et puis il a toujours son commerce, hein. Donc, il faut qu'il soit patient, qu'il attende. Alors après, ça retarde un peu le processus d'acte définitif parce que à la levée des conditions suspensives, du coup, il débute les ruptures conventionnelles et les ruptures conventionnelles, il y a un mois de délai. Bon, après, ça ne retarde pas forcément parce qu'après, il y a le délai de déblocage des fonds qui est de plus en plus long avec les banques. Donc voilà. Mais il faut bien que ce soit négocié à la base, c'est un élément de négociation, parce que bien évidemment, les ruptures conventionnelles, c'est pas gratuit, hein, et donc ça coûtera un peu d'argent au vendeur. est-ce que vous pouvez nous donner un délai? On signe un mandat là, cet après-midi, on Mhm. a un acquéreur lundi prochain. Ouais. En combien de temps pour signer la promesse, ou le compromis, ou on appelle ça comme on veut, et jusqu'au déblocage des fonds, et quand est-ce que le vendeur euh, perçoit ses fonds, et nous, en Mhm. tant qu'agent immobilier, Bon, quand est-ce qu'on... alors là, c'est pas facile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que bon, alors une fois, à partir du moment où vous avez l'offre signée. Donc, si on travaille ensemble, moi, j'appelle l'acquéreur. Il faut que vous m'envoyiez tous les documents que je vous listerai. Bon, je vous en ai déjà listé une partie. Moi, voilà, il n'y en a pas une quantité infinie. Il y a l'acte d'acquisition si le vendeur a acheté le fonds de commerce. Il y a le bail commercial, les bilans des 3 dernières années, les quittances, les 3 dernières quittances de loyer, les contrats de travail, même si les salariés ne sont pas repris parce qu'on doit purger leurs droits d'information. Voilà, bon, là, j'ai pas la licence, s'il y a une licence 4, voilà. Débit de Voilà. boisson. Comment? Pour les débits de boisson. Voilà, pour un débit de boisson, ces éléments-là. Moi, à partir du moment où j'ai tous ces éléments, donc le plus long, pour moi, voilà, c'est de rentrer en contact avec, les clients, voilà, leur envoyer leur convention d'honoraires. Moi, je leur envoie leur convention d'honoraires. Moi, je commence pas à travailler tant qu'ils m'ont pas renvoyé la convention d'honoraires signée, hein, parce que j'ai pas le droit, il faut que je sois officiellement mandaté. Donc ça, il faut qu'ils soient rapides une fois que je leur ai envoyé la convention d'honoraires. Moi, quand vous me dites de les appeler, je les appelle le lendemain ou le surlendemain, hein, ça, voilà. Ça prend pas de temps. Après, faut qu'ils m'envoient leur carte d'identité. Oui, aussi, il faut que le vendeur m'envoie son cabis, voilà, sa carte d'identité et tout. Bon, mais les cartes d'identité, normalement, vous devez les avoir, vous devez les demander, c'est obligatoire. Il me faut les cartes d'identité des acquéreurs. Là, je leur fais la convention d'honoraires. Après, s'ils mettent 15 jours à signer la convention d'honoraires, et je demande une provision aussi de 500 euros. Après, s'ils me mettent 15 jours à me signer la convention d'honoraires, ça retarde parce que moi, je ne commence pas à travailler tant qu'ils ne signent pas la convention d'honoraires, hein. Donc, Logique. c'est comme vous, votre mandat,
commencez pas à travailler tant que vous n'avez pas de mandat, ce qui est normal. Voilà. Donc, et puis moi, en plus, c'est obligatoire la convention d'honoraires. Bon, voilà. Donc ça. Après, moi, je demande. Donc, je vous ai envoyé la liste des documents. Il faut que vous me les envoyiez. Moi, à partir où j'ai tous les documents pour rédiger la promesse, voilà, il me faut 3-4 jours. Vous voyez. Après, la promesse, selon mes disponibilités, vous voyez, mais bon, en général, je la renvoie sous une semaine, donc 4 jours. Après, moi, cette promesse, je l'envoie à l'acquéreur. Si l'acquéreur il met 3 semaines à me relire le truc, voilà, c'est toujours pareil. Donc, il faut toujours le tenir pour qu'il relise quand même rapidement. Après, je l'envoie donc au vendeur. Donc voilà, ça dépend de beaucoup d'éléments. Vous voyez, moi, j'agis toujours au plus vite, mais voilà, il faut aussi que tout le monde y mette du sien. Après, on signe la promesse. Entre la promesse et l'acte définitif, je mets lever des conditions. Donc, la mairie a 2 mois de préemption. Les banques, en général, elles mettent 2 mois, 2 à 3 mois. Avant le Covid, je mettais 2 mois. Depuis le Covid, c'est de plus en plus long au niveau des banques. Donc, c'est plutôt 2 mois et demi. Vous voyez, la date de lever des conditions suspensives. Après, si elles sont réalisées avant, on peut signer avant. Hein. Donc, voilà. Et Et s'il y après, a un financement cash, ça va vite. voilà, ça va vite. Mais on a quand même la mairie à purger. Mais bon. Mais ça, c'est bien. Voilà. Et après, je mets date de signature de l'acte définitif. Entre la date de levée des conditions suspensives et signature de l'acte définitif, je mets pas une date parce que ça dépend ça dépend de la banque et tout. Je mets un délai de 30 jours. Pourquoi? Parce que avant, il y a bien longtemps, je mettais une date et le problème, c'est que si on dépasse la date, et c'est pas souvent de notre faute, les banques, pour libérer les fonds, ça peut signer les ordres de prêt, ça peut être très long. Si l'acquéreur nous dit ah ben ça devait être signé le 15 décembre, on est le 17 décembre, je veux plus signer, on est bien embêté. Alors que là, maintenant, je mets dans un délai de 30 jours. Ouais, des délais de 30 jours, mais je mets pas de sanction après. Donc après, on explique au vendeur, bon ben voilà, la banque met du temps pour débloquer les fonds, c'est pas de notre faute et tout. Ce qu'il faut, c'est si la vente est signée un peu au-delà du délai de 30 jours, c'est moins grave que si le vendeur dit bah, on a dépassé le délai, je ne veux plus signer. Quoi, vous voyez. Parce que là, c'est la catastrophe. Donc voilà, donc c'est difficile de vous donner. Après, on a quand même souvent dans les dossiers des prorogations, vous voyez, parce que l'acquéreur n'a pas son prêt dans les délais où il a eu que des refus. Bon, c'est bon, souvent, on fait des prorogations aussi parce que le vendeur et l'acquéreur a été tête de mule, il n'a pas voulu prendre un courtier, il a des refus, donc après, on proroge et pour rassurer le vendeur, on lui dit, bon, ben là, il prend un courtier. Quoi. Okay. Donc, alors, faut-il mentionner dans la promesse les futures ruptures conventionnelles? alors, dans la promesse, comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre en condition suspensive qu'on liquide tous les salariés, ça c'est pas possible. Mais on met que les vendeurs, voilà, les acquéreurs, le vendeur indique que les acquéreurs ont manifesté leur volonté de faire une rupture conventionnelle, voilà. Et après, dans l'acte définitif, bien entendu, on annexe les ruptures conventionnelles pour montrer qu'il n'y a plus les salariés. Mais en général, voilà, c'est dans le domaine de la restauration, les salariés posent aucun problème, hein, parce qu'ils retrouvent facilement du travail. On leur négocie une prime, enfin pas une prime, mais des indemnités. Légales, des indemnités légales, de toute façon. Ouais, voilà, et puis un peu plus que l'indemnité légale quelquefois. Donc ça a jamais posé de problème parce que dans le domaine les serveurs, tout ça, ils peinent pas à retrouver du travail. Quoi, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, juste pour la diffusion des annonces, en général, tous les réseaux d'agences ou les réseaux de mandataires diffusent sur le Bon Coin, sur bureaux locaux qui marchent très bien actuellement, Agorabiz, des sites spécialisés. Mais en général, c'est inclus dans vos packs de diffusion. Donc, quel que soit le réseau d'agence ou de mandataire, il y a une option commerce et vous pouvez diffuser sur du commerce. Et vous avez en général pas mal de retours parce que c'est encore une activité dynamique là sur le commerce et la chute que l'on a enregistrée sur le résidentiel n'est pas proportionnelle sur les fonds de commerce et les droits au bail et tout ce qui est business. Et Voilà. puis pour prospecter, comme on disait, c'est plus facile pour vous parce que vous pouvez aller, les commerces sont ouverts. Hein.
Les habitations, C'est c'est ça, il faut aller juste voilà, faire preuve de. Faut-il mentionner dans la promesse les futures ruptures conventionnelles? Non. Donc on a dit non. Non, il faut juste que vous expliquiez que ben, vous êtes dans l'immobilier, que voilà, vous cherchez des commerces à vendre parce que vous avez des acquéreurs. Voilà, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que le. Là, vous allez directement voir tous les commerçants. Donc voilà, c'est très simple. Dire, vous allez rentrer dans un bar, vous dites ah, je cherche quelqu'un qui cherche un bar, vous n'êtes pas à vendre. Vous allez dans un restaurant, ah j'ai quelqu'un qui cherche un restaurant, vous n'êtes pas à vendre. C'est très facile. Hein. C'est beaucoup plus c'est très simple facile. Moi, j'ai que. un mandataire dans une ville qui passe ses après-midi dans les bars. Bon, c'est pas terrible pour son foie, mais il a toutes les infos sur tout, c'est le meilleur. Hein. Mais il est tous les après-midi donc dans les commerces à discuter. Il boit des Voilà. cafés. Il boit des Oui, cafés, ouais, Richard. voilà. Mais il y passe ses après-midi, tout le monde le connaît. En plus, il met sur Ah non. quand c'est vendu, il met des panneaux avec sa photo et tout. Donc, il est connu comme le loup blanc. Hein. Donc, ouais. Et ça va très vite, je vous dis. Après, vous pouvez aussi, pour votre vitrine, voilà, prendre des mandats. Vous savez que vous n'allez pas le vendre forcément et tout, mais ça vous permet, si vous voulez, de voir quand on tape votre commerce d'une ville et qu'on voit qu'il y a votre nom qui apparaît. Bon, après, ça coûte en publication. Hein, voilà. Mais voilà. Mais si vous avez, moi, j'en ai un mandataire dans une petite ville du sud. J'ai regardé son nom. Il y a que lui. On voit que lui, quoi. Ouais. Donc, ça va très vite. Et je vous dis, vous êtes rapidement connu parce que la concurrence est beaucoup moins importante que dans l'immobilier classique. Parce que les Ah, agents immobiliers ont un peu peur de se lancer là-dessus. Ils disent, voilà, ça va il être maîtrise pas. compliqué et tout. Tout à fait. Mais après, si vous êtes bien encadré par l'avocat qui vous explique les choses, voilà, c'est exactement, vous êtes encadré. Après, moi, ouais, voilà, c'est à vous effectivement d'expertiser entre guillemets le bien, mais je vous dis, bon, en général, c'est le vendeur qui vous dira le prix. Si le vendeur vous dit un prix plus supérieur au chiffre d'affaires, vous dites non, voilà, faut baisser un peu et puis le truc est réglé, quoi. Vous voyez. Et après, c'est l'acquéreur qui déterminera le prix. Donc, c'est pas la peine vous n'êtes pas des experts. C'est pas une expertise immobilière, voilà, où il y a plein de méthodes de calcul. Voilà, quand on évalue une indemnité d'éviction, euh, là, il y a des experts immobiliers qui interviennent. Ils ont plusieurs méthodes de calcul, de chiffrage et tout, mais c'est pas le sujet. Ouais, pour une session Peut-être hypothécaire. une dernière question Hein. de Jean-Claude qui demande si, Richard, vous connaissez des courtiers en crédit spécialisés sur le Bon, commerce. alors, c'est par région. Moi, je connais Crédit Pro, Partners C'est le plus Finance. gros. Ouais, Crédit Pro, ils sont pas mal. Après, ils travaillent pas mal par région parce que faut prendre. Les courtiers aiment bien quand même et les banques aiment bien se déplacer pour voir le fonds de commerce. Vous voyez, donc si vous pouvez en avoir dans la région. Après, si vous travaillez régulièrement avec des courtiers en immobilier, ils ont forcément des confrères qui travaillent en professionnel. Hein. Donc, vous pouvez les interroger. Sinon, moi, je travaille. Enfin, moi, je les mandate jamais moi directement, mais je les vois dans les dossiers. C'est souvent Crédit Pro. Ils sont pas mal. Hein. OK. Bon, si vous avez plus de questions, ben, je vais Parfait. remercier Richard. En tout cas, voilà, ça fait très longtemps qu'on travaille avec Richard. Il nous a suivis pour des sessions de commerce, pour des contentieux immobiliers, on va dire, avec euh, vices cachés, défauts de conseil, etc., etc. Euh, détournement de fonds de mandataires, etc. Ouais, ça a été assez varié. Ouais. Ça a été très varié et vraiment, si voilà, on connaît beaucoup d'avocats et Richard, voilà, on peut lui faire confiance. Il est très respectueux, très à l'écoute et très réactif. Donc voilà, si vous avez des questions, j'ai mis ses coordonnées sur le chat. Vraiment, voilà, et vous pouvez lui faire confiance aveuglément. Je vous invite, quel que soit votre réseau, hein, parce qu'il y a des réseaux du groupe que j'ai la chance de présider, ou d'autres réseaux qui sont là, j'ai vu, hein, il y a des propriétés privées, il y a des 3G IMO, des IAD, et des agences indépendantes. Donc, n'hésitez pas de passer par Richard. Il sera là à votre écoute, il vous conseillera. Et c'est un très grand professionnel et il est joignable. Il n'y a pas d'heure pour Richard. Donc, voilà.
je me félicite de l'avoir rencontré un jour. Merci beaucoup, Christophe. Je vous remercie. Voilà, c'est vraiment un bonheur de travailler avec Richard. Voilà. Bah, c'est un bonheur de travailler avec vous aussi depuis toutes ces années. Voilà. Ben, je vous remercie, Christophe. Je vous remercie tous pour votre écoute. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, on peut en discuter. D'accord? Alors juste, Richard, il y a peut-être une dernière question de Jean-Claude qui dit Crédit Pro Ok. ne peut plus prendre de restaurant, soi-disant. Crédit Pro, moi, j'ai pas cette information-là, hein. Non, non, c'est même leur cœur de métier, les restaurants, hein. Donc, s'ils prennent plus de restaurants, ils ferment. Vous voyez? Donc, non, parce que si vous voulez, dans les fonds de commerce, il y a quoi? Il y a les restaurants, les hôtels, les coiffeurs, mais les coiffeurs, ça se vend difficilement parce que bon, la clientèle est attachée au coiffeur en lui-même, vous voyez. Donc, souvent les coiffeurs préfèrent faire des créations. Là, je vois un fleuriste, mais c'était pas arrivé depuis X Alors, temps. 80%, c'est du CHR. Voilà, c'est 80%. du CHR. Donc, s'ils prennent plus de restaurants, là, c'est une fake news que vous avez reçue. Là, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. OK? Bon, merci beaucoup. Ils Merci prennent beaucoup, plus de boîtes de Richard. nuit, mais ils en ont jamais pris des boîtes de nuit, hein. Parce que les boîtes de nuit, il y a trop de risques de fermeture administrative. Donc, les banques Exactement. veulent pas les financer. OK? Ouais. Mais les restaurants, ça se finance très bien. On n'a pas parlé de Tracfin, Richard, mais je vous en Non, on dispense. n'a pas parlé de ça. Mais bon. Bon, Allez, voilà. à Merci beaucoup, bientôt. Richard. La semaine prochaine, l'invité sera Christophe Le Campion, courtier en crédit, puisqu'on va faire le point sur les taux d'intérêt sur le mois de décembre. Donc, 15 jours, ça sera Monsieur Camus. Non, dans 15 jours, je crois que ça sera moi, où j'expliquerai comment passer de mandataire, parce qu'il y a beaucoup de mandataires qui passent agents immobiliers et qui veulent ouvrir leur agence. Donc, j'expliquerai comment ça fonctionne. Et dans 3 semaines, ça sera Monsieur Camus de FCI Portage Immobilier, puisque il y a beaucoup de demandes sur le portage immobilier. Donc, FCI, c'est le plus gros porteur immobilier, on va dire, donc en France. Donc, Monsieur Camus est là depuis 20 ans, 25 ans aussi. Et très grand professionnel aussi, très carré. Et ça fonctionne bien pour lui. Le portage salarial, c'est une activité aussi qui, pour nous, professionnels de l'immobilier, peut être intéressante, justement, quand vous demandez des crédits ou autre. Voilà. Donc, le programme, vous le connaissez. La semaine prochaine, dans 15 jours et dans 3 semaines. Et puis après, je pense que nous prendrons tous un peu de congé bien mérité pour partir du bon pied en 2025. Je vous invite à regarder le replay si vous allez le recevoir dans le quart d'heure qui suit. Sinon, on mettra sur la page YouTube jeudi IMO Info. Merci à tous. Encore merci Richard. Et voilà, Voilà. vous pouvez faire confiance à Richard. Allez-y, les yeux fermés. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Voilà. Voilà, merci Christophe. À bientôt. Merci Richard. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.